Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Aziz, tu nous écoutes, c'est bon? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va lancer le premier webinaire en fait qui s'ouvre de écosystème performance qui s'ouvre vers l'Afrique. Et je remercie tous les partenaires Bonjour tout le monde, qui j'espère que vous ont allez bien. participé C'est bon. à la réussite de ce webinaire. Bonjour tout le Désolée. monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je tiens à s'excuser. Aujourd'hui, la thématique, c'est la TPE africaine. Pourquoi un plan de continuité d'activité? Comme vous savez, la majorité des TPME africaines et des TPME dans le monde entier ont été surpris par le Covid et ça a impacté réellement l'activité et la pérennité du business. Et aujourd'hui, la plus grande question, c'est comment participer à la reprise et comment faire la reprise efficacement et surtout qu'ici au Maroc où la majorité des pays africains se préparent au retour au normal. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé principalement à la TPME africaine. Nous avons pensé à discuter du plan de continuité d'activité, un petit peu simplifier la définition et bien sûr sortir avec des outils qui nous permettent et qui permettent à chacun dans son côté de déployer la méthodologie, surtout que cette méthodologie sera basée sur l'ISO 22301. Et pour cela, nous avons avec nous Monsieur Abdelaziz, que je remercie réellement pour d'avoir accepté la participation et d'avoir accepté à partager son expertise pour la majorité des entreprises qui sont avec nous. Avant de démarrer, quand même, je vais essayer de présenter un petit peu le plan du webinaire. Ça serait en premier lieu la présentation du speaker. Donc, si tu peux, Aziz, revenir juste avant à la présentation. Merci beaucoup. La présentation d'écosystème performance déjà, comme une organisation et comme un cabinet de consulting qui est spécialisé principalement dans l'accompagnement de la TPME africaine. On opère au Maroc et bien sûr on opère en Afrique. Et nos business, c'est donc tout ce qui est accompagnement à la certification. La certification QHSE principalement, mais aussi on accompagne sur tout ce qui est système de management de l'environnement, les bonnes pratiques d'hygiène. Et on a aussi des business dans tout ce qui est réalisation des diagnostics stratégiques, les audits à l'export et aussi on fait l'accompagnement à la réalisation des ingénieries de formation. Et récemment, nous avons eu le privilège de signer une convention avec BECB pour la réalisation des formations en ligne. Moi-même, c'est Farah Hasma. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la gérante d'écosystème performance et en principe, je suis auditeur. Je suis consultante internationale en management des organisations et je suis auditeur certifié IRCA dans tout ce qui est accompagnement, dans tout ce qui est mise en place des systèmes de normes internationales. Et voilà, pour le case speaker, notre speaker, merci beaucoup à Abdelaziz qui va être avec nous pour ce webinaire. Abdelaziz, c'est un diplômé, il est diplômé d'un master en management des systèmes d'information à l'École supérieure de gestion de Paris. Donc, il a acquis une quinzaine d'expériences professionnelles dans le management des systèmes d'information. Après avoir débuté sa carrière chez Mazar, il a intégré différentes entreprises et exercé dans plusieurs métiers tels que le consulting, les télécoms, les mines et ingénierie et énergie aéronautique. Et aujourd'hui, il occupe la fonction de directeur des systèmes d'information à la Loterie nationale sénégalaise. Merci beaucoup, Abdelaziz, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, à toi la parole. Donc, avant que je vous cède la parole, en fait, on va faire une présentation un petit peu des plans de continuité d'activité et l'ensemble des dispositions que je laisserai M. Aziz présenter un petit peu par la suite. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le QR. Vous allez retrouver un onglet QR. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager, à
à les partager parce qu'à la fin, au fur et à mesure, ou à la fin peut-être, on essaiera de répondre à ces questions. Sinon, ça serait un réel plaisir si on fait quand même les présentations et utiliser l'onglet chat. Il y a un onglet chat pour bien sûr faire du networking parce que les webinaires et ce type de business, c'est beaucoup plus un apprentissage, mais aussi sortir avec, échanger avec les différents participants. On fait des networking, qui sait, on peut faire des connaissances et du business ensemble par la suite. L'événement aujourd'hui, merci à tous les partenaires qui ont fait de ce webinaire une réussite. Merci à GAPA, merci à Bamboo Consulting, merci à Africa Business TV et merci aux JO qui nous viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Bénin et aussi du Burkina Faso. Donc, à toi la parole, Aziz. Merci Asma, j'espère que là tout le monde m'entend. Merci pour cette tribune, merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps personnel, parce que n'oublions pas qu'on est samedi quand même et que ce n'est pas très évident. Ça montre en quelque sorte toute l'importance que vous accordez à ce sujet. Et ça me permet à moi également de m'adresser à ce public honorifique. Et vous souhaitez déjà une bonne présentation. J'espère que vous allez pouvoir tirer toute la quintessence de ce que nous voulons partager avec vous, Écosystème Performance et moi-même, ainsi que tous nos partenaires, ce que nous voulons présenter, ce que nous voulons vous montrer. J'espère que ça apparaîtra comme une évidence au cours de cette présentation. Alors, ma présentation, elle va se décliner en 12, on va dire, sujets de discussion, ou sujets à discussion pour lesquels on peut partager. Comme dit Asma, donc, vos questions sont les bienvenues. Nous tenterons d'y répondre tant que cela sera possible dans la limite du temps. Je commencerai par vous proposer quelques définitions et éléments de contexte et un peu dire les raisons pour lesquelles on devrait penser à un PCA. Vous faire quelques définitions, une définition et les objectifs d'un plan de continuité d'activité. Nous allons essayer de tenter de parler rapidement de comment élaborer un PCA, les défis à relever par les entreprises, présenter la norme ISO 22301 qui vient depuis l'année dernière, donc d'avoir une nouvelle version. Donc la version était de 2012, mais elle a été updatée et on est à une version de 2019. Je vais également essayer de vous montrer comment cette norme est en parfaite cohésion dans vos systèmes de management pour ceux qui en ont déjà. Et nous ferons également un focus sur l'organisation d'un système de management de la continuité d'activité. Nous parlerons de la gestion de crise. Nous verrons également comment le PCA est en fait une décomposition de plans. Ça va peut-être permettre de lever quelques équivoques sur des ambiguïtés entre le plan de reprise après sinistre, donc de reprise informatique, le plan de continuité informatique et autres. On verra un peu comment tout ça s'articule. Je vous montrerai également un petit exemple de démarche PDCA pour l'élaboration, la surveillance et la maintenance et l'amélioration continue de notre SMCA. Et nous allons également voir, pour finir, les quelques retombées qui sont évidentes, qui sont inéluctables quand on dispose d'un plan de continuité d'activité. Donc, ce séminaire-là, comme a dit Asma, nous ne prétendons pas vous montrer là en 1h, 1h30 toute la démarche, mais nous allons vous donner une bonne idée de la chose, une bonne connaissance de la chose, et nous pourrons échanger à partir de là. Permettez-moi d'avancer dans l'agenda déjà pour vous parler de quelques définitions. Donc, nous avons tous remarqué que les gens n'étaient pas préparés à ce qui est arrivé actuellement avec le Covid-19, mais surtout que parfois notre approche n'a pas pris en compte
le scénario qui est aujourd'hui, le scénario de ne pas se toucher, le scénario de former les frontières, le scénario, on a tous beaucoup plus travaillé sur l'arrêt des systèmes informatiques, sur les incendies d'un bâtiment, sur une usine qui explose, mais on n'avait pas, du moins pour la majeure partie des cas, rares sont des entreprises qui ont eu à prévoir cette crise-là. Comme dit aujourd'hui à ces mots-clés que sont le Covid-19, le FFP2, le FFP3, les masques, tout ce qu'on entend aujourd'hui, il faut qu'on y ajoute aujourd'hui, comme dit l'AFNOR, ces notions de SMCA, de PCA et de ISO 22301, qui est en fait qui donne des lignes directrices pour la mise en place et le maintien et l'amélioration d'un système de management de la continuité d'activité. Donc, la norme ISO 22301 va spécifier les exigences pour mettre en œuvre et maintenir et améliorer le système de management de la continuité. Et tout cela pour protéger contre les perturbations, réduire la vraisemblance de leur survenance et s'y préparer surtout. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir y répondre et de rétablir la situation normale très rapidement lorsqu'elle est perturbée. Le plan de continuité d'activité, il faut voir ça comme un ensemble de mesures et de moyens qui vont garantir la continuité des activités vitales, parce qu'il y a des activités qui sont à secourir, certes, mais qui ne sont pas aussi vitales pour l'entreprise. Et nous verrons au fur et à mesure de notre présentation comment la détermination de ces activités-là est primordiale à une élaboration objective et pertinente d'un plan de continuité d'activité. Donc, selon Cécile Weber, aujourd'hui, la résilience des organismes, leur capacité intrinsèque à transcender l'adversité implique d'adapter les dispositifs de réponse, mais également prendre en compte les évolutions de l'environnement et surtout les nouvelles menaces. Ce qui veut dire que c'est déjà une démarche qui est perpétuelle, on va dire. C'est une démarche d'amélioration. Elle ne s'arrête pas. Elle est à améliorer, elle est à mettre à jour. Elle exige également de s'appuyer sur l'humain, parce que cette crise de Covid-19, elle est principalement humaine. Hein. On sait que les machines peuvent fonctionner, les technologies fonctionnent, l'électricité, l'eau, mais aujourd'hui, le problème, c'est les humains qui ont été restreints de ne pas sortir de chez eux, qui ont été restreints de travailler d'une autre manière, et il faut que cette dimension-là soit davantage recentrée dans notre approche, et également de la capacité et de nouvelles coopérations avec une approche objectivement optimiste. Il faut que le plan soit vraiment objectif et doublé d'une détermination sans faille. Ce n'est qu'avec une détermination qu'on va y arriver. Donc, j'ai également proposé d'autres définitions, par exemple celui du journal français. C'est une définition de 2004 qui dit que le PCA, c'est en fait un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le cas échéant de façon temporaire en mode dégradé, des prestations de services essentiels de l'entreprise, puis à la reprise planifiée des activités. C'est également la capacité de l'organisme à poursuivre la production de produits ou la prestation de services à des niveaux prédéfinis acceptables après un incident perturbateur. Ça, c'est la norme française qui l'a défini comme ça en 2012. Et on verra au fur et à mesure de notre présentation que le PCA, c'est en fait un ensemble de mesures, de moyens, de plans des activités vitales, de continuité des activités vitales pour pouvoir faire face aux sinistres majeurs. Donc, réellement, aujourd'hui, il faut qu'on ait une attitude, une posture de riposte face aux risques et au-delà de la prévention qui, elle, peut ne pas, en fait, prévoir tous les scénarios. Il nous faut vraiment aller dans une logique de riposte. Alors, pourquoi un PCA? Un plan de continuité d'activité, c'est, en gros, on l'a dit tout à l'heure, la capacité d'une organisation à se remettre d'une capacité et directement liée au degré de planification de la continuité d'activité. Donc, pour cela, on a besoin d'avoir les retours d'expérience des grandes crises qui vont nous permettre d'améliorer donc notre plan et on va garantir la continuité de leurs activités sans qui sont les plus résilientes face aux événements déstabilisants.
C'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui tout prévoir et tout maîtriser. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, c'est bien la prévention, mais il faudrait également qu'il y ait une une logique de riposte, parce on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut que cette logique de riposte nous anime lors de la mise en place de ce PCA et tout au long de son maintien d'ailleurs. Alors, c'est des impératifs qui conditionnent la situation financière de l'organisation, son image, on le sait à tous. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont gardé peut-être leur image intacte, mais les finances ont souffert. Beaucoup n'avaient pas prévu, je prends le cas de l'aérien, qui n'avait pas prévu aujourd'hui la possibilité de voir toutes les frontières du monde fermées et de ne pas pouvoir déplacer les passagers, ce qui a fait une situation financière très, très, très dégradée au niveau de ces entreprises. Je parle de l'aviation, mais c'est également dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, le principal défi, c'est également de justifier les dépenses liées à la gestion de crise, à la sécurité. Parfois, les dirigeants sont un peu réticents parce qu'on se dit ce n'est pas des choses qui peuvent arriver. Le Covid-19 nous a clairement montré que ces événements-là peuvent arriver, bien qu'ayant une vraisemblance pas très grande, mais il faut quand même qu'on mette en place des mesures d'atténuation. Et ces dépenses liées se justifient par la gestion de crise, la gestion des risques, l'intervention et surtout le maintien et la reprise d'activité. La démarche de conduite d'activité est un moyen d'associer de manière générale et cohérente tous ces domaines-là. Alors, définition objectif d'un PCA. Il faut dire qu'on a plusieurs définitions et contenus. On a que le PCA est un ensemble de mesures en fait visant à assurer, selon divers scénarios, on l'a dit tout à l'heure, y compris faire face à des chocs externes, le maintien des prestations essentielles à l'entreprise. J'insiste beaucoup sur l'essentiel parce que c'est comme un médecin qui voudrait sauver un malade. Tout le temps, on les entend dire ces organes vitaux sont intacts. Donc, il nous faut définir les organes vitaux de l'entreprise et avoir un focus sur ces organes vitaux après pour pouvoir nous occuper de l'accessoire. Donc, c'est un premier défi. Le plan de continuité également, il comprend l'analyse des risques, bien sûr, mais cela a pour avantage de nous permettre de faire face à des scénarios qui ne sont pas forcément, qui n'arrivent pas forcément tout le temps. Donc, il peut s'agir d'un problème IT, d'une attaque violation de données, une catastrophe naturelle, ainsi sur un site ou une incendie. Je le disais tout à l'heure, on peut mettre beaucoup de choses, mais on n'est toujours pas sûr d'avoir pris tous les événements. Mais le travail majeur, le défi majeur, c'est de pouvoir avoir des scénarios assez proches de ce qu'il pourrait y avoir. Et l'objectif, c'est de coordonner les différentes actions à entreprendre, à réagir rapidement en rassemblant les bonnes personnes, parce que n'oublions pas qu'il ne s'agit pas de rassembler le top management, par exemple. Il suffit de mettre la bonne personne qui doit actionner, qui sait actionner le levier qu'on doit actionner pour pouvoir nous protéger de cette crise. C'est également prévoir les différents niveaux d'urgence. Il sera possible de décider de la diffusion ou non d'un message adressé au public ou l'autorité civile compétente. En cas d'incident grave dans lesquels la sécurité ou la santé des employés serait en danger, les autorités peuvent en effet avoir besoin d'informations et cela leur permettra de prévoir les secours nécessaires. Donc, il faut qu'on prévoie les niveaux d'urgence et surtout avoir une bonne cartographie des contacts et assurer enfin la reprise normale des activités. C'est le but essentiel, que ce soit d'un passage à une situation intermédiaire qui serait en mode dégradé pour arriver à une reprise normale. Il faut juste que l'entreprise puisse définir à son niveau ce qui est acceptable. Alors, pour l'élaboration d'un PCA, il faut d'abord, et je l'ai mis en exergue, c'est l'engagement de la direction générale. L'élaboration d'un PCA passe forcément par cela. D'ailleurs, comme tous les projets, on va dire, corporate. Donc, l'engagement de la direction générale, c'est l'élément essentiel pour en arriver à définir un contexte. Le contexte, il s'agit du contexte de l'entreprise, dans quel environnement interne et externe l'entreprise évolue,
quels sont ses objectifs stratégiques, ses obligations envers l'État, envers les organismes légaux, envers les organismes de réglementation, envers ses clients, envers ses fournisseurs, envers ses employés. Quelles sont ses activités essentielles? Quels sont les processus clés? Ça, c'est la première démarche, la première brique qu'il faut poser. Ensuite, il nous faut analyser les impacts par rapport aux différents scénarios que nous allons définir. On a défini nos objectifs, on a défini nos obligations, les activités clés, les processus clés. Il faut qu'on regarde aujourd'hui quels sont les événements perturbateurs et leurs effets sur l'atteinte de ces objectifs-là. Et là, on va voir une notion qui est très subjective d'une entreprise à une autre, c'est l'appétence au risque. L'appétence au risque, c'est le degré d'acceptation d'une entreprise par rapport au risque. Je veux dire, un risque d'incendie, le niveau d'appréciation peut différer entre deux entreprises parce que leur exposition à ces risques est différente, mais c'est surtout l'appétence, donc le niveau des risques qu'on va accepter qui est propre aux dirigeants, selon leurs mesures, selon qu'ils soient, on va dire, très, très sensibles à ça ou pas. Donc, le niveau d'appétence, ça détermine donc notre analyse d'impact. Il va en déduire la stratégie de continuité, c'est le niveau de service retenu. Qu'est-ce qu'on va mettre comme niveau de service minimum qu'on va proposer? Notre acceptation de durée maximale d'interruption, qu'est-ce qu'on peut permettre, qu'est-ce qu'on peut accepter pour ça, et tout ça pour les activités critiques. Il faut, je le disais tout à l'heure, qu'on définisse bien les rôles et responsabilités, parce qu'en période de crise, il faut que chacun sache ce qu'il doit faire, chacun sache quel est son degré de responsabilité, que les procédures soient clairement mises en place, les moyens nécessaires soient là et que les acteurs soient informés, formés pour pouvoir jouer le rôle le jour J. Le dispositif de gestion de crise, c'est un peu on va dire, le comité de pilotage de crise qui va décider qui va piloter les actions de réponse également, mais des activités de communication très, très, très importantes. On a vu dans le passé des entreprises qui ont mal communiqué en période de crise et qui se sont retrouvées vraiment délaissées par la clientèle. Et nous verrons par exemple un exemple comme Total qui a su, après les événements de Erika, reconsidérer même sa stratégie de communication. Je pense que nous avons tous vu que c'est dans les stations Total que les sacs en papier ont commencé et que désormais, dans toutes leurs pubs, il y a toujours cet aspect environnement qui permet donc de communiquer, surtout après cette terrible crise liée au naufrage du bateau Erika. La maintenance opérationnelle, c'est donc tout ce qui est mesure. Est-ce que notre système de management de la continuité sort bien les indicateurs, les niveaux d'indicateurs retenus? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Ça peut venir de l'audit interne, ça peut venir de la déclaration d'incident, ça peut venir de la revue de direction. Les tests, il faut qu'on éprouve notre plan pour que le jour J, on n'ait pas de mauvaise surprise. Et avec les éléments de revue, les éléments de test, en fait, notre retour d'expérience, on peut penser à une amélioration. En fin de présentation, vous verrez un peu comment cela s'articule dans une démarche PDCA. En résumé, ici, vous avez les défis pour les entreprises. On parle des TPME, mais je pense que c'est des défis qui doivent être relevés par toutes les entreprises qui veulent être dans une logique d'un SMCA. Il faut impérativement, donc, dans les entreprises, désigner un pilote chargé de déployer, suivre et faire évoluer le SMCA. C'est un peu l'équivalent dans une entreprise, HQSE, c'est un peu le rôle du responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement. Ça va être le responsable du SMCA qui doit être nommé et qui doit être assisté qui peut être et qui doit être assisté par un consultant extérieur qui va aider à la mise en place. Mais les défis essentiels, c'est de pouvoir définir notre contexte pour une entreprise. Il faut qu'on puisse maîtriser notre contexte, identifier nos objectifs et bien identifier les activités essentielles. Une fois qu'on a déterminé ça,
on peut déterminer nos attentes en termes de continuité. C'est le niveau de risque acceptable. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'appétence au risque qui vient un peu s'intégrer ici pour nous permettre de définir les attentes de sécurité pour tenir nos objectifs qui sont des objectifs business. Il va bien sûr en découler une cartographie des risques et d'une stratégie de traitement. On se focalisera bien sûr sur les risques qui sont les plus en mesure de perturber notre fonctionnement, de nous empêcher d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et à partir de là, on a notre stratégie de continuité qui va également être alimentée par tout ce qui est exercice, mesure et les résultats de la révision qui vont nous permettre également de mettre en œuvre et d'assurer l'approbation du plan de continuité d'activité. Donc, c'est en 3 grandes parties, on va dire, les contextes et les besoins, la stratégie de continuité et enfin la mise en œuvre. Nous verrons qu'après cette mise en œuvre-là, il y a également toute la partie maintien en état opérationnel, mais surtout amélioration continue du SMCA. On ne le dira plus jamais assez avec une norme ISO. Ça nous fait bien une transition pour parler un peu du système de management de la continuité d'activité. Vous verrez qu'au début, c'était quelques directives. En 88, par exemple, c'était des directives que donnait le Disaster Recovery Institute. Et ça a évolué jusqu'en 2006, oui, où on commence à avoir les BS. Les BS, c'est vraiment, si on peut s'exprimer ainsi, les BS, c'est vraiment les ancêtres de la norme ISO 22301. Je vais parler de la BS 2599-1 qui a été publiée en 2006 et de la BS 2599-2 publiée en 2007. Et ça a donné naissance à la version 2012 de ISO 22301 qui a tout de suite, une année après, donné naissance après une révision de ISO, donc à la 22301, mais la version 2013. Et de 2013, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de nouvelle version, mais on a eu une nouvelle version l'année dernière qui s'est focalisée essentiellement sur la structure de la norme, parce que vous savez tous que ISO est en train de mettre une structure, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir mettre en cohérence tous les systèmes de management afin d'évoluer vers un système de management intégré. Donc, c'est cette notion-là qui a été introduite, mais également le langage et les terminologies ont été revus et modifiés pour améliorer la clarté. Et je disais tout à l'heure, la HCL, la High Level Structure, qui permet aujourd'hui aux normes d'évoluer tout ensemble dans ce qu'on appelle communément un système de management intégré. C'est dans ce sens-là que je vous décrire la structure de la norme qui rejoint un peu toutes les structures. Vous savez que les chapitres 1, 2, 3 parlent essentiellement du domaine d'application de la norme, à ne pas confondre avec le domaine d'application défini par l'entreprise pour dire voici le domaine d'application de mon SMCA. On parle ici du domaine d'application de la norme, des références normatives sur lesquelles les lignes directrices ont permis de rédiger donc la 22301, les termes et définitions et les différentes exigences donc essentielles commencent à la partie 4. D'abord le contexte, on l'a dit tout à l'heure. Il faut clairement définir le contexte interne et externe, exprimer les besoins connaître les besoins des parties intéressées, les prendre en charge et le domaine d'application du SMCA. Ça, c'est le domaine d'application intrinsèque à l'entreprise. Ensuite, nous avons l'engagement du management, l'engagement du management pour montrer, pour sponsoriser, pour appuyer le système de management de la continuité. Ça passe par la politique de continuité d'activité et par la définition des rôles et responsabilités ainsi que les autorités au sein de l'organisme dans le domaine de la continuité d'activité. Nous parlons également du chapitre 6 où on parle de la planification, c'est les actions pour la continuité d'activité. Ces actions-là qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de continuité et les planifier pour l'atteinte de ces objectifs-là.
et également la planification des modifications de notre SMCA. Le support, c'est tout ce qui est ressources. Ça passe par la compétence, les ressources et les compétences. Donc, c'est tout ce qu'on va mettre pour pouvoir monter les compétences. C'est la formation, il y a également la sensibilisation, la communication, mais surtout les informations documentées, les informations qui, aujourd'hui, constituent, les informations documentées qui constituent notre système de management de la continuité d'activité. On a le chapitre 8 qui est le chapitre vraiment le plus important, qui va être spécifique à chaque norme, parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on traite le fonctionnement de la norme. C'est dans ce chapitre-là qu'on va avoir les planifications opérationnelles, qu'on va trouver le BIA. Le BIA, c'est le Business Impact Analysis, à partir de notre bonne connaissance des activités, des procédures, des processus clés. On va pouvoir donner aujourd'hui un impact d'analyse des risques, d'analyse des impacts sur notre business. Il y a également l'appréciation des risques, les stratégies et solutions de continuité, ainsi que les plans et procédures qui constituent notre PCA, les programmes d'exercice, l'évaluation de la documentation. Le chapitre 9, c'est ce qu'on a dit, une fois qu'il est mis en place, on va l'évaluer, on va le mesurer, il va y avoir des audits et des revues de direction qui vont permettre de faire le chapitre 10, donc l'amélioration continue en tenant compte des non-conformités, des actions correctives et de la stratégie d'amélioration continue. Donc, telle est la structure de la norme 22301. Mais comment cette norme-là est en cohésion avec les systèmes de management existants? Asma l'a rappelé tout à l'heure, les entreprises sont QHSE, ils ont leur charte, ils ont la cartographie des processus. Tout ça est partagé avec le SMCA. Vous avez vu, on ne va pas faire 34 revues de direction, on va faire une revue de direction qui va pouvoir prendre en charge donc les activités de chacun des référentiels sur lesquels on s'est basé. Donc là, c'est un exemple d'une cohésion entre les systèmes de management, que ce soit la sécurité alimentaire avec le ISO 22000, la qualité avec ISO 9001, l'environnement avec ISO 14001, l'OS-SAS avec le 18001, OHSAS, et enfin la continuité d'activité ISO 22301. Vous verrez que c'est uniquement sur les chapitres 8 que ces normes-là vont se différencier, mais les autres documents, les autres parties peuvent être conformes à toutes les normes. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer la cohésion entre les systèmes de 22301 et les autres référentiels, sachant que ça a été même l'un des objectifs de la revue de 2019 de cette norme, pour mieux l'adapter à la high level structure qui gouverne maintenant l'articulation des normes ISO. Le SMCA, c'est le système de management de la continuité d'activité. Le système SMCA est organisé en documents communs, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui est charte, tout ce qui est cartographie de processus, tout ce qui est audit interne, tout ce qui est demande d'amélioration, les programmes d'amélioration et les revues de direction. On a des documents qui sont propres à la continuité d'activité. C'est le manuel SMCA. C'est une analyse d'impact. On a l'analyse des risques qui est propre à toute l'organisme, mais ici, on parle d'analyse d'impact. On a vu tout à l'heure le document qui va le montrer, c'est le Business Impact Analysis, le BIA, l'évaluation des risques, la stratégie de continuité. Ça, c'est des éléments qui sont propres au SMCA. On a également des documents systèmes qui sont les documents de procédure d'analyse d'impact, les procédures d'évaluation des risques, les procédures d'organisation de la cellule de crise, mais surtout également la gestion de crise qui est propre, mais vraiment propre au système de management de la continuité d'activité. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer sur le plan documentaire et processus comment le SMCA s'intègre aux autres systèmes de management qui existent dans l'entreprise. Donc, on va aujourd'hui parler de la présentation. Je vais présenter le SMCA et on va commencer par le cadre d'amélioration continue. Donc, pour partir d'un SMCA, tout part du périmètre du SMCA. À partir de ce périmètre-là, on l'a dit tout à l'heure, au niveau du périmètre,
on va définir on va dire l'envergure de notre SMCA. À partir de cette envergure-là, on peut faire une analyse d'impact parce qu'on connaît les processus, les activités, le patrimoine, les investissements qui sont clés. Et c'est à partir de là qu'on va définir notre analyse d'impact. Cette analyse d'impact va aboutir forcément à une évaluation des risques et donc à une détermination de niveau d'activité prioritaire. Donc, ce qui va nous permettre de définir nos ressources critiques. Après cette évaluation des risques, il nous faut établir une stratégie de continuité pour justement atteindre les objectifs qu'on a définis plus haut. Donc, c'est la stratégie de continuité au niveau des activités prioritaires. Donc, on a un programme d'amélioration qui va se baser sur des procédures de prévention, des procédures de continuité d'activité et d'investissement. Et après cela, on a tout ce qui est procédure générale de gestion de crise pour arriver à des procédures, je dis bien des procédures particulières de continuité d'activité. Nous verrons durant cette présentation que la continuité d'activité va faire appel à plusieurs procédures, à plusieurs plans. On le verra à la suite durant cette présentation. Le périmètre du SMCA, donc comme j'ai dit, c'est le système de management de la continuité d'activité, doit couvrir les services et productions clés. Il ne sert à rien de mettre dans le périmètre des services ou des activités qui sont subsidiaires. C'est ça qui viendrait rendre un peu farfelu notre SMCA. Donc, il faut vraiment qu'on soit concentré sur les activités clés. Je le répéterai sans cesse. Donc, on définit nos produits et activités clés. On définit également les clients clés, les clients sous contrat, les clients, par exemple, on peut en arriver à voir que 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé par 20% de nos clients. Ces 20% des clients, c'est des clients à traiter d'une manière particulière parce que les perdre, parce que avoir un événement malheureux qui arrive à ce qu'on puisse plus les satisfaire, nous ferait perdre 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, vous comprendrez que c'est ces clients-là qu'on appellerait les clients clés. Les sites, parce qu'on a des entreprises qui sont à plusieurs sites, mais les sites couverts par le système de management de la continuité sont les sites jugés vitaux pour la vie de l'entreprise. On ne va pas aujourd'hui nous appesantir sur un site, je ne sais pas moi, qui n'a aucun intérêt business pour le client et qui peut aujourd'hui être pris dans notre système de management. Ça le rend farfelu. Donc, restons sur tout ce qui est vital à la continuité d'activité de notre entreprise. Donc, le système de management de la continuité d'activité englobe également les activités internes, fournisseurs et sous-traitants dont les services et produits clés dépendent. Je vais parler de l'analyse d'impact. Donc, après le périmètre, on peut maintenant analyser, faire notre Business Impact Analysis, le BIA, sur les activités prioritaires. Ça va être quoi? L'objectif va être simple. Ça va être d'identifier les activités indispensables à l'atteinte de l'objectif du SMCA, ce qu'on a appelé les activités prioritaires, de quantifier l'importance de l'impact de ces activités. Qu'est-ce que ces activités-là, quel est l'impact qui va être ressenti au niveau de ces activités lors de la survenance d'un événement inapproprié, inattendu. Il faut qu'on quantifie la capacité de production résiduelle minimum nécessaire à l'atteinte de ces objectifs-là. Et n'oublions pas que c'est là où on va déterminer notre niveau d'interruption acceptable. Ce qu'on appelle le DIMA, c'est la durée d'interruption maximum admissible pour cette activité-là. C'est tout cela qui va nous permettre de faire notre BIA. Je vous montrerai un exemple en formation. Et donc, vous avez le BIA qui est établi. Et donc, sur cette base, nous avons l'analyse d'impact au niveau des risques, donc qui est la définition des activités prioritaires. Vous voyez ici, par exemple, on peut parler des achats, de l'administration commerciale, de la logistique pour une entreprise d'import-export, activité de processus de verre ou de décor. On parle d'une entreprise qui produit des verres et qui les décore des bouteilles. On parle du système d'information. On parle des activités support telles que la maintenance, les ressources humaines, la finance, les systèmes de management, le SMC, le SMQ. Tout ça sont à prendre en compte dans l'analyse de notre impact, ce qui va nous donner un bon résultat et va nous permettre d'avoir des actions qui portent leur effet
et qui permettent à l'entreprise de continuer, de survivre en fait à une crise. Je vous disais donc, l'analyse d'impact, ça se présente un peu comme ça. Par exemple, on prend là un exemple d'un processus, par exemple ici. Vous voyez le financement trésorerie. La durée maximale qui a été établie, c'est de 24 heures, selon les circonstances. La période critique, il faut la définir. Si aujourd'hui, c'est des activités critiques de façon permanente et quotidienne, donc c'est à surveiller à tout moment. Il y a des activités qui peuvent paraître pas critiques, mais qui, à un moment donné, se trouvent avoir vu, par exemple, les salaires en fin de mois, ou bien le système de fiscalité, il est critique à des périodes de déclaration des impôts. Donc, à ce moment-là, la période aussi compte parce que la période où le sinistre tombe va nous donner en fait, des actions prioritaires qui sont différentes parce qu'on aura peut-être à se charger davantage de la paie parce qu'on est en fin de mois ou du système de fiscalité parce qu'on on risque de rater les délais de déclaration fiscale. Donc, voilà un peu l'exemple d'un BIA. L'impact est défini, mais également les niveaux globaux d'impact selon la durée. Donc, et c'est à nous maintenant de définir les niveaux acceptables, de définir les niveaux d'appréciation de ces différents impacts. Donc, voilà un peu un exemple de BIA très simple. Et pour l'analyse des risques, donc c'est un peu alimenté par l'analyse d'impact qui va, donc on a dit tout à l'heure, qui va parler de nos activités prioritaires, qui va déboucher sur l'évaluation des risques. Donc, ça va nous permettre d'avoir les ressources critiques. Et donc, l'objectif de l'analyse des risques, c'est surtout identifier les ressources indispensables. Je n'arrête pas de le répéter parce que ça part de là, ça part de ces ressources vitales. Et il faut qu'on arrive à quantifier l'impact et la probabilité d'un arrêt de cette ressource. Il faut qu'on arrive à évaluer le niveau de contrôle existant sur la continuité de fonctionnement de la ressource. Parce que ça aussi, ça permet de mieux évaluer. Si on a une ressource critique sur laquelle on a un système de monitoring qui nous permet on va dire, d'anticiper sur un arrêt ou d'avoir une information très vite sur un arrêt probable, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, il faut qu'on puisse atténuer tout ça avec le niveau de contrôle qui existe. Il faut également qu'on identifie les ressources critiques dont la maîtrise doit être améliorée parce que ces niveaux critiques-là, il ne faut pas qu'on les laisse à ce niveau, il faut qu'on les améliore de plus en plus. Donc, ça, c'est sur l'analyse des risques. Avec un exemple ici, par exemple, on va prendre l'activité d'une moulerie, donc qui se retrouve à un niveau de gravité de 4. Hein, et le risque, c'est juste un incendie, une explosion, une malveillance. La probabilité, donc je dis encore une fois que ces niveaux d'appréciation sont on va dire, propres à chaque entreprise. Il n'y a pas un modèle spécifique. C'est l'entreprise qui définit ses échelles et en fonction, bien sûr, de sa logique, de son appétence au risque. Donc là, de niveau 3, donc, on va trouver un niveau de risque de 12, 3 fois 4, donc la probabilité multipliée par la gravité. Maintenant, le contrôle, le niveau de contrôle qu'on a des actions d'atténuation, des processus, des procédures d'atténuation qui sont là, le niveau de contrôle qu'on en a va venir, on va dire, va être un facteur aggravant, on va dire, du niveau de criticité du risque. Donc, c'est le niveau de risque multiplié par le niveau de contrôle qui va nous donner le niveau de criticité de cette activité. Mais encore une fois, ceci est propre à chaque entreprise, c'est la démarche qui est commune, mais on a une cartographie qui va nous permettre, pour chaque activité process prioritaire, de définir le niveau de criticité en fonction de la gravité, en fonction de la probabilité, mais également du niveau de contrôle des procédures, des processus qui sont là en termes de continuité d'activité. La stratégie de continuité, c'est notre manière, ce qu'on a mis en place pour pouvoir assurer la continuité des activités prioritaires. Donc, après l'analyse des risques, on va pouvoir déterminer notre stratégie de continuité d'activité au niveau des activités humaines. C'est quoi la stratégie? Ça va juste nous permettre d'avoir un programme d'amélioration qui sera composé de procédures de prévention, mais également de procédures de continuité d'activité d'investissement. Parce que c'est là où on va diriger nos investissements,
c'est là où on a dirigé également nos efforts de continuité. Donc, c'est la stratégie qui nous permet de faire ça. Je pense donc, pour votre information, Asma vous enverra tous les slides que nous sommes en train de dérouler à votre demande. Elle vous dira de toute façon d'ici là. Donc, la stratégie repose en fait, et vous allez voir les trois options, les trois grandes options qu'on retrouve un peu dans la stratégie de gestion des risques. La protection des activités critiques peut s'envisager selon trois options. L'option de réduction, c'est-à-dire qu'on connaît le risque, on a besoin de garder l'activité, on décide de mettre des actions, des activités, des procédures qui permettent de réduire le risque lié à cette activité. Ou on transfère l'activité. Aujourd'hui, une entreprise qui va de production d'eau, je donne cet exemple-là, je produis de l'eau, mais aujourd'hui, j'ai une activité qui est on va dire la production de bouteilles. Si cette activité de production de bouteilles aujourd'hui, quand je la mets chez moi, va me ramener à des niveaux de criticité très hauts, je peux aujourd'hui décider de transférer cette activité-là à une entreprise dont c'est le métier et qui dispose on va dire, d'installation et d'un système de contrôle d'activité beaucoup plus élaboré que la mienne dans le sens de la production de bouteilles. Je peux décider donc de transférer cette activité-là au niveau d'une entreprise tierce, mais attention, on est toujours responsable des résultats de cette activité-là. Ce n'est pas parce qu'on l'a transféré qu'on n'a pas le devoir de la surveiller, et même d'en exiger l'amélioration continue. Mais on le transfère juste parce que l'autre, c'est un peu l'histoire du cloud où on transfère tous les risques liés à l'infrastructure, on les transfère à une entreprise tierce qui peut être Amazon, qui peut être OVH, mais cela ne nous empêche pas de voir si nos stratégies, si nos objectifs de continuité sont pris en compte par l'entreprise tierce. Donc, on en est toujours responsable. L'autre option, c'est de voir que l'activité, aujourd'hui, nous ramène plus d'inquiétude qu'autre chose et on décide de la cesser ou de la modifier. Mais encore faudrait-il que des alternatives fiables existent. Si aujourd'hui, l'activité apparaît dans mon BIA, c'est parce que c'est une activité jugée vitale. Maintenant, si les mesures d'atténuation sont trop chères ou ne peuvent pas être, on va dire, financées ou déployées par l'entreprise propre, elle peut la cesser parce qu'il y a une activité alternative viable qui existe ou la modifier pour qu'elle soit un peu plus maîtrisable par l'entreprise. Voici un peu donc ce qu'est la stratégie d'entreprise. Donc, la stratégie de continuité, un exemple. Vous voyez, on est parti de l'activité prioritaire. On a défini les risques, le niveau de risque avec probabilité multipliée par gravité. On a défini la criticité. Maintenant, on a le plan d'amélioration qui est là, qui est sorti de la stratégie. C'est-à-dire ici, on a décidé de stocker les moules dupliqués sur différents sites et diviser le stockage des outillages, garder un jeu d'outillage réformé. Et c'était quoi? C'est juste pour prendre en charge l'éventuel incendie ou explosion ou une malveillance sur une moulerie. Il s'agit d'un exemple tiré d'une entreprise de cimenterie qui est Lafargue, donc pour lequel j'ai aidé dans la réalisation de leur plan de continuité d'activité. Donc ça, c'est un exemple sur l'activité de moulerie. On en arrive à la gestion de crise. L'objectif de la cellule de crise est de prendre les décisions urgentes pour assurer la sécurité du personnel, du site et la continuité d'activité. Donc ça également, c'est une organisation qui est propre à une entreprise. Je vous donne ici quelques éléments, mais elle peut être organisée d'une autre manière. L'essentiel est qu'elle nous permette de pouvoir répondre rapidement et de prendre des décisions urgentes. Donc, on a une partie stratégique où on va avoir le directeur des opérations, par exemple, le coordonnateur, donc on va dire que c'est la partie tactique. Celle-là est celle de la communication. Je vous disais tout à l'heure que la communication, c'est le nerf de la guerre en termes de continuité d'activité. On peut tout faire
pour remettre rapidement en œuvre en activité pardon, notre business. Mais si on a mal communiqué avec l'extérieur, on a mal communiqué en interne, cela peut être beaucoup plus grave que l'événement qui est arrivé. Hein? On a des exemples d'entreprises qui ont eu à faire face à des crises, mais qui n'ont pas communiqué correctement. En tout cas, le maître mot sur la communication, c'est dire la vérité. Dire la vérité, ça permet aux gens de savoir ce qui se passe. Et dire la vérité, c'est également montrer aux gens que nous disposons de moyens, que nous avons pris en compte ces choses-là et que nous avons les moyens de faire face. Ça rassure, ça n'incrimine pas. Donc, il faut dire la vérité en période de crise. Après, on a le module de gestion qui est la partie, on va dire, opérationnelle de la cellule de crise. Où on va déployer toutes les activités opérationnelles. Et enfin, le module de gestion de la de continuité des processus, tels que la coordination commerciale, parce qu'on parle ici d'une entreprise commerciale, ça peut être autre chose hein, pour une entreprise de service, et la continuité industrielle et technique pour une entreprise, par exemple, de production. Donc, voilà un peu le cercle de la cellule de crise qui va en fait être déclenché par un incident. Par un incident, il y a une alerte. Et lorsque cette alerte-là arrive, il est important de voir quel type d'incident nous sommes en train de faire face. Est-ce un incident limité ou un incident important? Encore une fois, c'est à nous de définir tout ça au départ. C'est quoi un incident limité? Un incident limité peut être quelque chose, un incident peut se retrouver à être un incident limité dans une entreprise A et se retrouver à être un incident important dans une entreprise. Donc, ces schémas que je demande, c'est des schémas théoriques, mais qui doivent être adaptés à la stratégie de l'entreprise. Donc, si c'est un incident limité, on est toujours dans la gestion sectorielle de l'incident et voir comment elle évolue. Si elle évolue favorablement, on a réglé le problème, notre solution est efficace. Si elle ne l'est pas, il faut qu'on rejoigne la cellule de crise parce que ça devient une crise, parce qu'on n'est pas arrivé à la régler comme un incident limité. Et on arrive donc à la partie incident important qui va ramener à la mise en place de la cellule de crise. L'analyse de la situation va nous ramener à deux choses. C'est une crise locale, on garde la gestion des crises en local. C'est une crise groupe, parce que ça peut tomber sur une multinationale. On va mettre en place la cellule de crise groupe, sachant que les cellules de crise locales vont régler le problème et juger de l'évaluation de l'évolution de la crise. Lorsqu'elle est favorable, on clôt l'incident. Lorsqu'elle ne l'est pas, on se rabat sur le groupe. On est filiale, donc on se rabat sur le groupe qui va régler ça avec sa stratégie groupe de gestion de crise. Voilà un peu le mode de déclenchement de la cellule de crise. La constitution de la cellule de crise, donc, on l'a vu tout à l'heure, au risque de me répéter. Donc, le PCA, en fait, c'est une traduction, je le disais au début, de plan. Vous avez le sinistre qui apparaît dans le temps, sur la bande en haut, mais vous avez 3 plans qui sont exécutés avant la crise, qui sont exécutés, on va dire, de manière perpétuelle dans l'entreprise et qui doivent être déroulés avant la crise. C'est le plan de protection et d'atténuation, c'est le plan de formation et de sensibilisation, et c'est les exercices. Ça ne se fait pas après le sinistre, ça se fait avant le sinistre. Donc, il faut que ça soit une culture dans l'entreprise de former, de sensibiliser et de procéder à des exercices et à des tests de son plan. On a le plan de réponse aux incidents qui se fait tout le temps, de l'apparition du sinistre jusqu'à la fin. On a le plan d'urgence, parce que durant la réponse aux incidents, on a vu tout à l'heure, on peut s'apercevoir que c'est une urgence, ce qui va nous envoyer à déclencher également le plan d'urgence. Le plan d'urgence peut nous amener à déployer le plan de gestion de crise, qui, elle, durant son déploiement, peut nous amener à déclencher le plan de reprise d'activité, ainsi que le plan de reconstruction. Et je le disais tantôt, le plan de communication, c'est tout le temps. C'est avant la crise, c'est après la crise, c'est pendant la crise. Donc, vous voyez que le plan de communication, il est transversal
à on va dire tout le processus de continuité d'activité. Et c'est la flèche que vous voyez en rouge. La démarche de mise en œuvre et de maintien d'un plan de continuité d'activité c'est un plan PDCA. C'est une méthode PDCA, Plan, Do, Check and Act, de la roue de Deming, donc qui nous permet aujourd'hui d'assurer la boucle d'amélioration continue du SMCA. Donc, au niveau du plan, on va planifier ce qu'on va faire. On va impliquer le top management. On va élaborer la politique de continuité. On va mettre la business, on va élaborer notre business impact analysis qu'on a vu plus haut. On va se conformer aux exigences légales et réglementaires. On va analyser les risques. On va mettre en place des solutions de continuité possibles, je dis bien possible. On va qualifier les ressources et les mettre en œuvre. Et on va également émettre des mesures correctives et palliatives. Ça, c'est la partie qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est la partie do. Après le plan, donc le do. Là, c'est la mise en œuvre des dispositifs de gestion de crise, la mise en œuvre des protocoles de veille, la procédure de mobilisation de la cellule de crise, la mise en œuvre du PCA, l'élaboration des procédures de continuité, la mise en œuvre des astreintes, les plans de reprise d'activité, je l'ai dit tout à l'heure, le plan de retour à la normale, le plan de communication. Tout cela, est dans la partie mise en œuvre. Si elles n'existaient pas avant, elles vont exister parce qu'elles sont des parties intrinsèques du plan de continuité d'activité du SMCA. Et le check, c'est ce qu'on a dit, c'est la surveillance, c'est la mesure, c'est l'audit. Il faut qu'on exerce le PCA, il faut qu'on le teste à des périodes régulières, il faut qu'on regarde toujours la cohérence, l'alignement de notre PCA à nos objectifs business, aux attentes de nos parties intéressées, aux attentes de l'État, aux attentes des clients, des fournisseurs, la pertinence des scénarios de risque. Il faut qu'on les révise. Un scénario de risque peut être pertinent aujourd'hui, mais ne pas l'être il y a quelques années. J'imagine qu'avant le Covid-19, un risque lié à l'apparition de risques aurait bien pu apparaître dans des scénarios de risque qui ne sont pas pertinents. Mais je pense que demain, nous tous mettrons ce scénario-là dans des scénarios pertinents. La mesure de la réduction des impacts en cas de survenance, on va mesurer cela. On va également gérer les écarts entre le temps minimum de reprise d'activité et le temps minimum de mise en œuvre de l'activité qui a été donc le RTO et le RPO, et également les solutions offertes par les plans de reprise d'activité et surtout les résultats des audits. C'est cette partie-là qui va en quelque sorte alimenter la partie amélioration continue. La partie amélioration continue, c'est prendre en charge les retours d'expérience donc venus des tests et des exercices, c'est de prendre en charge les nouveaux objectifs définis par le management, mais c'est également la mise en œuvre de plans d'action d'amélioration. Et cette boucle-là va nous permettre à tout moment de pouvoir avoir notre PCA, notre SMCA aligné aux objectifs business, aligné à nos stratégies de continuité, aligné aux exigences de nos parties prenantes, aux exigences de l'État, aux exigences réglementaires, aux exigences légales, aux exigences de nos clients, mais également aux exigences des normes parce que, disons-le, c'est vrai que l'adhésion, elle est volontaire, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a dans certains secteurs où certaines normes comme la 27001, la 22301 ne vont pas être volontaires, mais vont être une exigence. Je parle des banques, je parle des plateformes de monnaie. En tout cas, la tendance aujourd'hui, c'est que cette norme-là, 22301, en arrive à être une exigence et non plus une adhésion volontaire. Alors, on va pouvoir aujourd'hui parler des retombées de certaines d'un PCA. Quand on a un PCA, on a la capacité à répondre d'une manière prévisible et pertinente aux incidents, aux perturbations. On a les personnes, les ressources humaines qui interviennent dans nos activités cruciales qui sont protégées. On arrive à maintenir nos activités vitales de notre entreprise.
On a une meilleure compréhension de notre organisme parce que toute la structure de tête de la norme qui voudrait, qu'on a appelé le contexte dans la slide où il y avait l'engagement de la direction générale. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'organisme. Une réduction des coûts, vous le savez tous, vous êtes dirigeant, vous êtes responsable dans les entreprises, vous savez qu'une crise, quand il faut la gérer d'une manière inattendue, on va dire d'une manière imprévue, lorsqu'on est vraiment dans l'optique d'une, on va dire, on n'est pas programmé, on est plus dans le, comment on appelle ça, dans le freestyle, on est plus dans l'imagination, on va dépenser plus. On va dépenser plus. Or, si on sait déjà, on a déjà des mesures d'atténuation, on limite les coûts liés à la résolution de ces incidents-là et nos investissements iraient vers des choses qui vont nous permettre justement de maintenir notre activité en marche. Et donc, on réduit les coûts liés à la non-exercice de nos activités vitales. Le respect des exigences des parties prenantes, toujours dans le contexte, on a dit qu'il nous fallait prendre en compte les exigences des parties prenantes. Les parties prenantes, c'est l'État. Les parties prenantes, c'est les clients. Les parties prenantes, c'est nos ressources humaines. Les parties prenantes, c'est la norme, c'est ISO. Les parties prenantes, c'est les organismes de régulation. Il faut prendre connaissance de tout ça, les intégrer dans la réalisation de notre plan de continuité d'activité. Et forcément, donc, une retombée certaine, c'est que nous serons amenés à respecter ces exigences-là. La protection et la réputation de la marque. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Total, qui, après l'incident de Erika, s'était retrouvé pointé du doigt par le monde entier. Je pense que vous vous rappelez tous de cet accident de Erika qui avait créé la grosse marée noire avec un grave impact écologique. Total aujourd'hui, dans son plan de continuité d'activité, est en train de redorer son blason, est en train de protéger vraiment sa réputation et sa marque. Je vous disais tantôt, faites un peu la remarque des pubs de Total, où on ne vous parle que d'environnement. Et avant même que nos pays adoptent les politiques sur la non-utilisation des sachets en plastique, une entreprise comme Total l'avait même exigé dans ses boutiques en Afrique. Si vous vous souvenez bien, c'est dans les boutiques Total qu'on a vu les premiers sachets en papier qui nous permettaient d'emballer nos courses. La confiance des clients, franchement, moi, je suis client et j'ai en face de moi deux fournisseurs qui font la même chose et j'aurais plus confiance à ce fournisseur-là qui est capable aujourd'hui de me maintenir mon activité parce que c'est un fournisseur qui va me montrer qu'il va pouvoir me fournir. Donc, il va pouvoir me donner la possibilité de maintenir mon activité durant cette crise. J'aurai plus confiance en ce fournisseur-là qu'en un autre fournisseur qui n'a pas de PCA. Pardon. Et l'avantage compétitif, c'est très lié. Pour une entreprise qui répondrait à une offre, qui voudrait faire la différence avec ses concurrents, ben, quand on dit on sait faire ce que vous voulez, mais en plus, on sait le faire même en temps de crise avec ces notions-là que nous avons vues, en montrant quelle est notre appétence au risque, en montrant tout ce qu'on peut faire pour maintenir une activité minimale. Je pense que c'est un avantage compétitif à ne pas négliger. Conformité aux exigences légales, c'est un peu dans la droite ligne du respect des exigences des parties prenantes. Donc, on sera en conformité, on sera en conformité avec les exigences légales et réglementaires, ainsi que les conformités avec les exigences contractuelles. Donc, voici quelques retombées. Ce n'est pas exhaustif d'un PCA. Et disposer d'un PCA, c'est être reconnu comme un organisme fiable, ce qui est toujours bon pour les affaires. Et pour finir, mesdames et messieurs, je voulais un peu faire un récapitulatif de ce qu'on a dit. Ça va tourner autour de 3-4 points pour la mise en œuvre d'un PCA. C'est l'initialisation du projet. C'est essentiellement se concentrer sur l'organisation, sur son contexte,
ses besoins et ses objectifs. Cette partie impose une bonne connaissance des ressources et des compétences internes disponibles. Donc, c'est la partie initialisation du projet. Ensuite, nous devons avoir notre stratégie de plan de continuité d'activité, qui est définie d'après la cartographie des risques et l'analyse du Business Impact Analysis dont on a parlé, et sur la base des activités métiers ou des activités critiques qui sont vitales pour l'entreprise. Ensuite arrive la quatrième phase, qui est la phase de mise en œuvre, la troisième, pardon, qui va nous permettre de définir précisément la gestion de crise, la stratégie de continuité, la stratégie de traitement des risques et les actions à mener pour maintenir l'activité en état de marche. C'est vraiment la partie, on va dire, opérationnelle de notre plan de continuité d'activité. Et enfin, pour être dans l'air du temps, pour être aligné à ce qui se fait, pour être aligné aux objectifs business, il y a cette partie-là non moins importante qui est l'amélioration continue, hein, qui a pour objectif de réaliser des simulations, des exercices de crise de PCA, ainsi que d'évaluer les mesures du maintien en conditions opérationnelles. Il faut qu'on le teste, il faut qu'on le maintienne dans l'objectif de garantir la pérennité de notre plan de continuité. Mesdames, Messieurs, je terminerai par vous remercier de votre présence, par vous remercier de votre attention.